Voilà, je vous remercie de nous proposer de vous présenter l'histoire de notre patiente qui a 40 ans et qui se présente à la consultation d'urologie pour une incontinence urinaire d'effort pur. Elle présente cette incontinence surtout lors des courses à pied et de temps en temps à la toux. Quand on l'interroge, elle présente également une incontinence au gaz avec des difficultés d'exonération qui nécessitent un contrappui manuel. Sexuellement, elle est active, elle n'a pas de dyspareunie, elle est en couple récent et sa crainte, c'est d'avoir des fuites pendant les rapports. Elle est puéricultrice et sportive, elle fait de la course à pied et du hockey. Dans ses antécédents, on note 3 grossesses, 3 accouchements, dont un qui a provoqué une déchirure de grade 2. L'examen clinique confirme les fuites à la toux, l'hypermobilité urétrale et la manœuvre de soutènement est positive. Il y a une cystocèle et un rectocèle de grade 2. La contraction vaginale est de 2/5. Au niveau du sphincter anal externe, elle est de 3/5. La débimétrie est tout à fait normale. Le calendrier mictionnel confirme son incontinence urinaire d'effort sans hyperactivité vésicale, avec des volumes moyens tout à fait corrects, des fuites pendant ses courses, et elle a présenté une fuite lors d'un port d'enfant puisqu'elle est puéricultrice sur vessie pleine. En ce qui concerne les selles, elle a un score de Wexner de 7/20 avec ses fuites de gaz qui entraînent un impact considérable sur sa qualité de vie. Elle refuse toute intervention chirurgicale et souhaite continuer ses activités sportives si possible, et elle parle d'applications connectées pour sa rééducation car elle n'a pas beaucoup de temps et elle ne veut pas réaliser 2 séances de kiné en cabinet par semaine. Nous lui prescrivons les 18 séances de kiné que nous prescrivons habituellement en Belgique puisque c'est le remboursement, à raison d'1 séance par semaine, et nous la référons au kiné pour la décision de la prise en charge avec les sondes connectées. Alors, la première question, que proposez-vous comme bilan à la patiente? Je ne sais pas si quelqu'un met le sondage. Non, ok. Ah, voilà. Ouais. Ok. Alors, en fait, dans la littérature, on ne retrouve aucune étude qui permet de dire qu'il y a un intérêt de réaliser les examens complémentaires, en tout cas avant prise en charge en kinésithérapie. L'intérêt du bilan peut être discuté évidemment avant une chirurgie, dans le cas du diagnostic de l'incontinence urinaire masquée, ce qui n'est pas le cas de notre patiente. Vous savez que l'incontinence urinaire d'effort est plus fréquente avec les cystocèles de bas grade et l'incontinence urinaire masquée sera plus fréquente avec les cystocèles de haut grade. Maintenant, il n'y a aucune étude qui met en évidence la supériorité d'un bilan plutôt que d'un examen clinique dans le diagnostic d'une incontinence urinaire, et il existe aussi une limitation dans la corrélation clinique et urodynamique, à savoir que 25% des incontinences urinaires d'effort ne sont pas retrouvées au bilan urodynamique. Il aura un intérêt sur le moteur vésical, puisqu'on sait que l'hypocontractilité vésicale peut être un facteur de risque d'avoir un résidu post-mictionnel significatif post-opératoire, et pour le diagnostic de l'hyperactivité détrusorienne qui sera plus présente chez les patients qui présentent des cystocèles plus importantes et qui est également un facteur de risque de présenter une incontinence urinaire sur urgence de novo post-chirurgie. Donc, il peut nous aider au choix d'une chirurgie combinée, à savoir de la prolapsus incontinence. Il n'y a aucune étude pour l'intérêt avant kinésithérapie et elle est recommandée par l'ICS avant chirurgie. Voilà. De même pour la colpocystodéphécographie, elle est recommandée par l'ICS avant chirurgie, pas avant traitement par kinésithérapie. Ça va nous permettre l'étude morphologique du pelvis et ça peut modifier la stratégie thérapeutique en diagnostiquant par exemple des entérocèles pour lesquels l'examen clinique peut faire défaut, puisque jusqu'à 51% des entérocèles sont non retrouvés à l'examen clinique et visualisés en colpocystodéphécographie. Ça permet effectivement de modifier la stratégie thérapeutique en diagnostiquant des pathologies associées, puisque la rectocèle est rarement isolée. On découvre souvent des invaginations et des anismes.
Et enfin, la manométrie anorectale, puisqu'on sait que c'est l'examen de référence dans les troubles anorectaux. Ça va être l'étude plutôt fonctionnelle des problèmes anorectaux, mais il n'y a pas d'indication à la réaliser en première intention et elle ne permet pas de prédire un succès au biofeedback. Plus récemment, le développement de la manométrie anorectale haute définition et 3 dimensions permet l'étude tant fonctionnelle que morphologique, de par le diagnostic de rupture sphinctérienne ou de descente du périnée d'intussusception, qui ont montré une bonne corrélation avec l'écho-endo et la défécographie. Permet également de diagnostiquer 4 types d'anismes différents. Et si on classifie les patients en fonction du type d'anisme, elle permettrait de prédire une réponse par biofeedback. Et elle est recommandée par l'ICS avant chirurgie si la patiente présente des troubles anorectaux. Alors, en ce qui concerne la kinésithérapie, est-ce que vous préconisez une approche globale ou une approche périnéale? Je vous laisse voter avant de laisser la parole à mon collègue. Alors, bonjour. Alors, on va quand même privilégier une approche globale au niveau de la prise en charge de notre patiente, car à la première séance, on a constaté que notre patiente était hyperlordosée et donc avait des tensions au niveau différents muscles voisins du périnée, que ce soit le pyramidal, des tensions ligamentaires, avec une augmentation de la distance entre le coccyx et le pubis, et donc des tensions au niveau du plancher pelvien qui pourraient diminuer cette force au niveau du muscle plancher pelvien, et à risque aussi à terme d'avoir des douleurs dans cette région. Il faut aussi savoir que tout ce qui est les degrés de lordose lombaire ou l'antéversion du bassin, l'orientation des forces au niveau seront orientées vers la fente vulvaire et non vers la région anoxygène. Et donc, ce sera aussi cette hyperlordose un facteur de risque pour l'aggravation des prolapsus qu'elle présente. Donc, cette approche globale, ce sera une analyse de la statique, de la posture, voir tout ce qui est ce verrouillage au niveau abdominal à l'effort, donc cette gestion des pressions intra-abdominales, pour protéger aussi le plancher pelvien et diminuer les risques d'aggravation des prolapsus. Ça permettra d'avoir à long terme en fait, une rééducation qui sera beaucoup plus pérenne. Il faudra aussi, dans cette approche globale, voir ces modifications au niveau comportemental, que ce soit d'un point de vue hydrique, une bonne fréquence au niveau mictionnel, et peut-être donner des conseils d'avoir une miction avant et peut-être aussi durant les sports pour réduire ces pertes lors des sports et avoir une bonne défécation qui sera vue par ma collègue par la suite. Malgré tout, il ne faut pas négliger l'approche périnéale parce que voilà, c'est le traitement de première intention au niveau de l'incontinence urinaire d'effort. Et donc d'avoir cette prise de conscience au niveau musculature périnéale, que cette contraction et ce relâchement au niveau du muscle plancher pelvien, donc rendre de la mobilité au niveau périnéal, que ce soit par des contractions de moyenne intensité, de longue durée, ainsi que des contractions de haute intensité et plus brèves. Se concentrer aussi au niveau du relâchement, surtout qu'il y a des problèmes au niveau défécatoire. Et donc, cette amélioration au niveau de la tonicité globale de la musculature du plancher pelvien permettra aussi de stabiliser les symptômes qui seront liés avec le prolapsus. Et donc, l'idée, ce sera voilà, d'essayer de rendre cette contraction automatique et anticipative et d'avoir une bonne coordination avec la contraction abdominale. Donc, l'incontinence urinaire, l'effort ou le prolapsus, voilà, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement qui sera beaucoup plus global. Et donc, il ne faudra pas se focaliser sur un seul système, mais travailler sur un ensemble et aussi bien individualiser la prise en charge en fonction de nos patientes. Alors, vu que la patiente ne souhaite pas d'opération, mais est aussi peu présente pour les prises en charge en cabinet, voilà, on proposait des sondes connectées. Donc, c'était savoir quel était votre avis par rapport à l'utilisation de sondes connectées.
Donc, on peut voir quand même que voilà, une majorité commence à penser à l'associer à la prise en charge au niveau de la kiné, et que ce n'est pas uniquement un produit marketing ou une alternative aussi à la kinésithérapie. Donc, il faudra voilà, réfléchir à une nouvelle place et du rôle du kinésithérapeute. Alors, grâce au niveau de la prise en charge avec des soins connectés, on pourra se focaliser aussi sur une prise en charge à long terme parce qu'il a été démontré par de nombreuses études qu'au niveau des résultats de la prise en charge au niveau rééducation du muscle plancher pelvien, que ce soit à court terme ou à moyen terme, voilà, il y a des bons résultats, mais à long terme, voilà, les résultats sont moins bons. Et donc, ça peut être grâce à ces soins connectés et à, malgré toutes ces applications, de pouvoir avoir une prise en charge sur le plus long terme et de pouvoir suivre nos patientes sur le long terme. Maintenant, il faudra faire attention au niveau de tout ce qui est, on va dire, multitude d'applications au niveau sur les smartphones, que ce soit dans les soins de santé, il y en a énormément, donc avec peu d'évaluation scientifique. Et donc, il faudra vraiment faire attention à ça et que le kiné et le médecin évalue aussi quelle est l'application utilisée ou la sonde connectée utilisée. Alors, au niveau de la littérature, on constate quand même une amélioration des symptômes de l'incontinence urinaire et une amélioration au niveau de la qualité de vie à long terme grâce à l'utilisation de ces sondes connectées. Et elle montre aussi que ça permet de stimuler le comportement de la patiente en leur rendant actif à sa prise en charge et donc avec une meilleure observance et adhésion au niveau du traitement. Maintenant, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas encore de littérature par rapport à la prise en charge au niveau des prolapsus avec les sondes connectées. Donc, d'un point de vue kiné, on se rend compte quand même que la kiné, voilà, plusieurs études soutiennent que l'intérêt de la kiné dans la prise en charge de l'incontinence urinaire est fort. Malgré tout, il n'y a pas de programme standardisé et que le taux de réussite avec kiné est entre 60 et 75%, alors qu'elle est entre 9 et 17% sans la supervision d'un kiné. Donc, c'est ce que je disais, il faudra repenser la place et le rôle du kinésithérapeute, et donc redéfinir la place du kiné. Alors, le rôle initial sera inchangé, toujours avec cet apprentissage d'une bonne mobilité périnéale, apprentissage au niveau postural et de donner les bons conseils. Maintenant, il y aura un rôle d'accompagnant du patient avec le feedback que celui-ci fera avec les exercices grâce à la sonde connectée, et que ce feedback pourrait être fait de manière mensuelle ou trimestrielle pour pouvoir garder un contact sur une plus longue période avec le patient. Et donc, comme ça, favoriser l'adhésion du patient à son traitement. Alors maintenant, ce sera aussi réfléchir s'il y a un intérêt de prendre en charge simultanément les plaintes urinaires et les plaintes défécatoires chez cette patiente. Bonjour à tous. En effet, les plaintes défécatoires doivent être prises en charge simultanément aux plaintes urinaires. Voilà. Si l'on souhaite que la rééducation urinaire soit pérenne, il faut supprimer tous les effets délétères sur le plancher pelvien, tels que les poussées défécatoires majorées et répétées. Je n'aborderai que les points clés de la prise en charge et celle-ci sera plus centrée sur la constipation. Les différents tests que nous avons pu réaliser ont mis en évidence trois causes principales à cette constipation. D'une part, un défaut de relâchement du système résistif, une poussée abdominale qui est beaucoup trop antérieure et un défaut de relâchement lors de l'essai d'expulsion du ballon. La prise en charge de la constipation utilise un outil transitoire qui est la poussée défécatoire starter,
qui est en fait une poussée douce, progressive et bien orientée. Pour la réaliser correctement, il faut quelques prérequis, comme une bonne libération au niveau du diaphragme thoracique. Donc, il doit être mobile et exempt de point de torsion. On travaillera également par différentes techniques, mais notamment le massage, toutes les zones de tension ou de douleur sur la paroi abdominale, mais également au niveau de l'abdomen. Afin de réduire, de corriger le défaut de relâchement du système résistif, nous allons utiliser un type de biofeedback. Donc, ce matin, vous avez eu comme sujet une présentation sur le biofeedback. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser un biofeedback négatif puisque la patiente a un défaut de relâchement. À partir du moment où la patiente arrive à mieux coordonner son système musculaire résistif, à un bon relâchement, une bonne proprioception, mais en fait pas suffisant que pour permettre une exonération correcte, nous allons en fait continuer le traitement en prenant en charge la mauvaise poussée défécatoire, donc qui est mal orientée, et l'inversion de commande. Pour corriger la poussée défécatoire, nous allons utiliser un système de double ballonnet, qui est un système de biofeedback manométrique. Le ballonnet distal est positionné dans l'ampoule rectale et nous permettra en fait de suivre les variations de pression au sein de l'ampoule du rectum. Le deuxième ballonnet est placé dans le canal anal au niveau du système sphinctérien et il permettra en fait à la patiente de visualiser si au moment où elle pousse, elle ne réalise pas cette inversion de commande. En fin de traitement, la patiente sera capable de réaliser une poussée défécatoire correcte puisqu'elle arrive à monter la pression intrarectale et même à la maintenir et qu'on ne voit aucune activité au niveau du système résistif. Nous allons également attirer l'attention de la patiente sur la position à adopter lors de la défécation. Nous avons pu mettre en évidence lors de l'examen statique qu'elle avait une hyperlordose. Donc, si elle n'est pas corrigée, l'axe de poussée sera beaucoup plus antérieur et prolabant. Un dernier outil dont je voudrais vous parler est le ballonnet à 3 voies. Il nous permet en fait d'obtenir plusieurs informations, d'une part sur les niveaux de sensibilité, de volume de l'ampoule rectale, mais également quand on réalise une traction sur le ballonnet, on aura une réponse du réflexe recto-sphinctérien strié. Dans le cas de la patiente, il est faible. C'est un réflexe qui est un réflexe acquis, donc il est rééducable. Il fait partie des différents éléments de la continence. N'oublions pas que notre patiente a une incontinence au gaz, donc il est important de s'attarder à récupérer ce réflexe. Petite question, la sonde vaginale connectée a-t-elle une indication dans la rééducation anorectale ? En effet, si on part du principe que, je voudrais ma dia suivante. Ah, voilà, oups. Donc, si on part du principe que la rééducation par biofeedback est recommandée, à la fois dans la constipation terminale, mais également pour le traitement de l'incontinence anale, et ce à court terme et à long terme, que les sondes connectées sont un biofeedback, on pourrait extrapoler en se disant que la sonde connectée pourra être un intérêt dans la rééducation anorectale. Nous n'avons aucune publication à ce sujet. En conclusion, la prise en charge sera multidisciplinaire pour diagnostiquer et mettre en place une stratégie thérapeutique adéquate.
Le rôle du kinésithérapeute est confirmé dans l'efficacité de la thérapeutique. La prise en charge est globale. Il faut s'interroger sur les dysfonctions associées et les traiter dans un même temps si elles sont présentes. La sonde connectée est un adjuvant et il doit rester un adjuvant. Il pourrait être une aide à l'adhérence au traitement. Son utilisation est à initier par le kinésithérapeute. Des études doivent encore être réalisées pour valider ou non l'intérêt des sondes connectées, d'une part dans la prise en charge du prolapsus, mais également dans les troubles anorectaux. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, Joël. Merci à tous. Bon, ce cas clinique souligne bien l'importance d'une approche globale d'abord, l'approche multidisciplinaire, l'importance de l'éducation. On a vu que dans ce cas, ce qui a été suggéré, c'est que l'utilisation de ces sondes connectées pouvait éventuellement favoriser la confiance à moyen et long terme de la patiente. Ça reste encore à démontrer. Et je pense, comme cela a été subodoré, que l'utilisation de ces sondes, qui est actuellement en voie d'évaluation, devra de toutes les manières donner lieu à une vérification régulière par les besoins du kiné, de l'urologue, du MPR, du gynéco impliqué sur la bonne utilisation de ces sondes connectées, bien entendu, que ce soit par smartphone ou autre. Ça, je pense que c'est un message qui me semble chez nous très important et qu'on essaye de faire passer, puisqu'on commence maintenant à utiliser un petit peu ces sondes connectées. Voilà, merci. Merci beaucoup Thierry, merci à tous les trois. Il y a une question sur le coût de la sonde connectée et sur la confirmation que c'est bien une sonde à 3 voies sur le chat. Alors, au niveau du coût de la sonde connectée, ça varie entre 150 et on va dire 250 €. Voilà, pour le moment, il y a 5-6 marques différentes et on se retrouve entre 150 et 250 €. Et chez nous, il n'y a pas de prise en charge au niveau assurance. Et vous confirmez que c'est des sondes à 3 voies, c'est ce qu'un participant demande? C'est quoi la question? Sur le fait que c'est des sondes à 3 voies? Non. Non, en fait, le ballonnet à 3 voies est un ballonnet qui permet de mesurer les volumes rectaux et de définir si les seuils de besoin sont corrects. Donc, ça n'a rien à voir avec une sonde connectée et ça permet aussi de tester dans les tests recto-sphinctériens. D'accord. Dans la mesure où nous n'avions aucun examen technique, donc pas de manométrie à l'hôpital, grâce à ces outils, nous pouvons en fait réaliser les mêmes paramètres que la manométrie à l'hôpital. On n'entend pas très bien. Je pense que pour la prochaine question, il faudrait peut-être que vous vous rapprochiez du micro, même si on vous voit tous ensemble et c'est ce qui fait bien ambiance staff, mais on ne vous entend pas très bien. Moi, j'avais aussi une question sur le délai de la rééducation après une intervention chirurgicale, au-delà des prises en charge rééducatives exclusives. On a beaucoup de patientes qui ont une double prise en charge chirurgicale et rééducative. Je pense notamment aux patientes qui ont un asynchronisme anorectal et qui vont être opérées d'un prolapsus complexe ou d'une rectocèle. Ma question, c'est à partir de sur quel délai on fait en général, nous, une prise en charge préopératoire déjà. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites également à Bruxelles. Et je voudrais savoir si si déjà vous faites une prise en charge préopératoire. Et deuxième question, si vous faites, dans quel délai vous faites la prise en charge post-opératoire? Donc, la prise en charge préopératoire, elle est systématique et s'il y a besoin d'une prise en charge post-opératoire, on attend 3 à 6 mois la bonne cicatrisation. Voilà. Et on a prescrit ici, on est toujours limité, je ne sais pas comment c'est en France, mais par le remboursement aussi des séances de kiné. Les patients ont droit à 18 séances par an par pathologie. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de jouer avec ça. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que la prescription initiale est de 18 séances. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème de remboursement en France. Il y a plutôt parfois un problème de pertinence de la prescription, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Apparemment, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct? On a encore une petite minute. La référence des sondes à 3 voies, vous avez?
qui demande la référence à la sonde à 3 voies. Les ballonnets, Bonjour, ce sont des ballonnets que ça va? Attends, il y a une question concernant la référence des sondes à 3 Ça doit voies. être la femme de ménage. Pourquoi On vous est êtes... parti de la prendre. Donc, référence concernant la sonde à 3 voies, Joël? En fait, dans notre institution, ce sont des ballonnets qui sont construits par le service d'endoscopie.